Il est 9h12 précise, ce 10 septembre 2025, lorsque le téléphone de Sébastien Lecornu s'anime sur la surface brillante de son bureau à Matignon. Une notification de l'AFP clignote, sans détour, le message tombe comme un coup près. Mélenchon compte déposer une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le Premier ministre, fraîchement nommé la veille par Emmanuel Macron après le spectaculaire naufrage de François Bayrou, repose avec lenteur sa tasse de café sur sa soucoupe en porcelaine de Limoges, ses doigts serrant presque imperceptiblement le contenant encore fumant. À peine 24 heures dans ses nouvelles fonctions, et déjà Jean-Luc Mélenchon, le tribun impétueux de la France insoumise, lui déclare la guerre ouverte. Derrière les épais rideaux de la fenêtre, Paris s'éveille sous un voile de brume matinale, ignorant totalement la tempête politique qui se prépare. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend dans les prochaines heures. À ce moment exact, personne n'en avait la moindre idée. Pas même les conseillers de Lecornu qui débarquaient en urgence pour une réunion stratégique à Matignon. Ni les journalistes, prêts à couvrir ce qu'ils imaginaient être une motion de censure vouée à l'échec, et certainement pas Mélenchon lui-même, tranquillement installé dans son bureau du 10e arrondissement, peaufinant chaque détail de sa manœuvre offensive. La réplique de Lecornu, attendue dans quelques heures, ne se contenterait pas de contrecarrer les plans du tribun. Elle allait bouleverser le jeu politique français. Et tout cela en une seule phrase, simple, directe et implacable, que les médias du monde entier répéteraient en boucle. Mais pour saisir pleinement l'ampleur de ce moment, revenons quelques heures en arrière. Il faut comprendre le contexte dans sa brutalité intégrale pour mesurer la puissance explosive de ce qui s'apprête à se produire. Depuis la soirée du 8 septembre, le paysage politique français tremblait sous le choc. François Bayrou, ce centriste béarnais qui avait promis un budget de compromis, venait de s'effondrer après un vote de confiance désastreux à l'Assemblée nationale. 364 voix, de l'extrême gauche à l'extrême droite, lui avaient tourné le dos. Une chute monumentale, la troisième en moins de 100 jours, un record jamais vu sous la Ve République. Partout, la France semblait au bord du gouffre institutionnel. Les marchés paniquaient, Moody's brandissait la menace d'une dégradation de la note souveraine, et les syndicats, eux, hurlaient pour une grève générale. Dans l'isolement de l'Élysée, Emmanuel Macron cherchait frénétiquement une issue. Son regard se posa sur Sébastien Lecornu, 39 ans, ancien ministre des Armées et homme réputé pour son habileté politique. Celui qui savait naviguer entre droite et centre, manier les dossiers brûlants comme la réforme militaire, dialoguer aussi bien avec les industriels de l'armement qu'avec les généraux sur le terrain. Mais surtout, l'homme que Macron croyait capable de résister à l'opposition, de tenir fermement chaque centimètre de terrain sans jamais fléchir. L'annonce était tombée le 9 septembre à 20h, et aussitôt, la toile politique s'était embrasée. Marine Le Pen, avec son sarcasme habituel, s'était moquée sur Twitter d'un « fusible supplémentaire » pour Macron. Bruno Rayotto, leader des Républicains, exigeait des ruptures nettes avec l'ère précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, dénonçait une continuité macroniste intolérable. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus vite. À 22h30, le soir même, il publiait sur son blog une tribune au vitriol, sobrement intitulée « Le déni ». 3000 mots d'attaque méthodique décortiquant chaque légitimité supposée de Lecornu à gouverner. Mélenchon rappelait que ce dernier, issu du camp présidentiel, avait certes raflé le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet, mais qu'imposer un premier ministre sans majorité revenait à piétiner l'esprit de la Constitution. Et, comme un avertissement lancé au premier jour de la session parlementaire, il précisait son plan. Motion de censure immédiate sur l'article 49. Macron, apparemment, semblait vouloir explorer tous les recoins de la Constitution avant de comprendre que la fuite était inévitable. Cette prise de position électrisait instantanément la gauche. Mathilde Pamphile la relayait sur les réseaux sociaux, tandis que Manuel Bompard, le coordinateur national, martelait le lendemain sur toutes les chaînes de télévision le même mot d'ordre. Censure immédiate. Pas de négociation, aucun compromis. Mais Mélenchon ne se contentait pas d'annoncer une motion de censure. Il avait orchestré un mouvement bien plus audacieux, presque toxique pour Lecornu. Devant les caméras et les regards de tous, il lançait un appel clair aux socialistes, aux écologistes et aux communistes. Abandonnez vos simulacres et rejoignez la bataille.
Votez avec nous. Un calcul froid et précis. Mélenchon connaissait les chiffres. Si toute la gauche s'unissait et que le Rassemblement national suivait le même schéma que lors de la chute de Bayrou, le gouvernement vacillerait dès le premier vote. Les comptes étaient implacables. 74 députés LFI, 66 socialistes, 13 écologistes, 11 communistes et 23 du RN. 287 voix, à 2 suffrages seulement de la majorité nécessaire, 289. Tout semblait possible, presque certain, sauf si le cornu dénichait la faille qui ferait exploser cette coalition improbable. Dans son bureau de Matignon, le 10 septembre au matin, Sébastien Lecornu avala d'un trait son café et convoqua immédiatement son état-major. Marc Vallière, fidèle conseiller diplomatique, arriva le premier, suivi d'Adrien Facan, directeur de cabinet, Philippe Dustine, conseiller spécial, et d'autres collaborateurs triés sur le volet. Les visages étaient tirés, la fatigue palpable. Personne n'avait fermé l'œil depuis 2 jours. Sans attendre, Vallière lança la réunion, déposant son iPad sur la table où les gros titres du matin défilaient sous nos yeux. « Monsieur le Premier ministre, la situation est explosive. Mélenchon a frappé fort médiatiquement. Tous les journaux s'enflamment autour de cette motion annoncée. France Inter révèle ce matin dans son sondage « 62% des Français anticipent la chute de votre gouvernement dans les 2 prochaines semaines. » Le cornu resta un instant silencieux. Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Ce mutisme pesait sur chacun dans la pièce. Facan tenta de rompre la tension. « Nous avons prévu plusieurs plans. Le premier, ignorer Mélenchon complètement et nous concentrer sur les tractations avec le PS et les Républicains pour forger une majorité circonstancielle. » Le cornu secoua la tête sans un mot. Gustine enchaîna plus incisif. Le deuxième scénario serait d'attaquer, dénoncer l'irresponsabilité de l'FI, rappeler que leur obsession de la censure pourrait plonger le pays dans le chaos, exhorter les autres partis à leur sens des responsabilités. Alors le cornu pivota enfin. Ses yeux bleus perçant Gustine. Non, tout ça, c'est exactement ce que Mélenchon attend. Il veut un duel direct, me pousser à me défendre, à négocier, à montrer mes faiblesses. Vallière plissa les sourcils, cherchant une ouverture. « Alors, quelle est votre stratégie, monsieur le Premier ministre ?» Le cornu esquissa un sourire, ce sourire qui ne trompe pas. Celui de quelqu'un qui vient de voir clair dans un piège savamment tendu. « Je vais faire exactement le contraire de ce qu'il espère. Ni ignorance, ni défense, ni négociation. Je vais répondre frontalement, publiquement, en une seule phrase. » Un silence de plomb s'installa dans la salle. Facan tenta d'objecter. « Une seule phrase? Mais monsieur le Premier ministre, Mélenchon a publié 3000 mots sur tous les médias, mobilisé toute la gauche. Comment quelques mots pourraient suffire? » Le cornu le coupa, calme mais ferme. « Parce que c'est exactement ce que personne n'attend. Mélenchon a bâti une rhétorique entière, un argumentaire, une stratégie verbale. Il espère que je me laisse piéger, que je débat point par point, que je me justifie. Moi, je vais court-circuiter tout son système avec une simplicité brutale. » Vallière comprit tout de suite. « Vous voulez le désarmer par la concision, l'empêcher d'installer son débat? » « Exactement, » confirma le cornu en reprenant place. « Mélenchon est un orateur, un tribun, un homme de parole. Il veut me faire jouer selon ses règles. Moi, je vais lui prouver qu'on peut réduire 3000 mots à 7. » Gustine ouvrit son carnet. « Quels mots, monsieur le Premier ministre? » Le cornu inspira profondément. Ce qu'il allait dire allait soit sauver son gouvernement tout juste né, soit le précipiter dans sa chute. Pas de seconde chance. Et voici ce qu'il prononça, exactement, sans ajout. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. » J'attends. Le mot resta suspendu dans l'air, et un silence presque assourdissant s'installa. Facan ouvrit la bouche, la referma, tenta encore une fois. « C'est tout? » « Exactement tout, » confirma le cornu, imperturbable, d'un calme presque olympien. 7 mots seulement. Pas d'explication, pas de justification, pas de contre-argument. Un défi pur, direct, que l'on ne pouvait lire que comme un mélange de courage et d'arrogance. Vallière saisit instantanément le génie derrière ce choix.
Vous le poussez à agir. Vous transformez sa menace en un bluff potentiel. S'il passe à l'action et échoue, il devient ridicule. S'il hésite, il apparaît faible. Et dans tous les cas, sa rhétorique ne trouve aucune ouverture. Exactement. À qui ça profite? Poursuivit le cornu. Mélenchon avait bâti toute sa stratégie sur l'idée que j'allais chercher à temporiser, à négocier, à m'enliser dans un débat interminable. Au lieu de cela, je le force à agir maintenant. Je détruis toute la mise en scène dramatique qu'il avait orchestrée. Je transforme son annonce spectaculaire en une simple formalité de procédure. « Mais, monsieur le premier ministre, osa Faquin hésitant, et si la motion était déposée et qu'elle passait, si toute la gauche s'alignait derrière lui, si le RN s'en mêlait... » Le cornu se pencha, les coudes ancrés sur la table, balayant du regard chacun de ses collaborateurs. Alors oui, je tomberai. Mais je tomberai debout, regardant mes adversaires droit dans les yeux, sans céder le moindre centimètre. Croyez-moi, cela pèsera infiniment plus dans l'histoire politique de ce pays qu'un petit affrontement de salon à Milan. À 11 heures précises, la décision était scellée. Une conférence de presse surprise fut convoquée dans la cour de Matignon. Les journalistes, pris de court, se ruèrent. Certains arrivaient encore en courant quand le premier ministre apparut sur le perron, seul, sans notes, sans pupitre. Le soleil de septembre faisait miroiter les pavés encore humides, et une cinquantaine de caméras braquées sur lui interrompirent tout flux télévisé. BFM TV, CNews, LCI, tous passèrent en direct. Pendant ce temps, dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon leva les yeux de son ordinateur où il peaufinait un billet de blog. Un assistant fit irruption. « Le cornu organise une conférence de presse. C'est en direct maintenant. » Mélenchon esquissa un sourire satisfait. Bien sûr qu'il allait répondre. Tous le faisaient toujours. Probablement un discours dénonçant l'irresponsabilité de LFI, appelant au dialogue, proposant des concessions. Le scénario classique. Le tribun s'installa confortablement dans son fauteuil en cuir, alluma la télévision et se prépara à savourer sa supposée victoire médiatique. Sur le perron de Matignon, le cornu attendit que le tumulte se calme. Pas de sourire, aucune trace de nervosité ou d'arrogance, seulement une sérénité glaciale, tranchant avec le chaos médiatique des 24 heures précédentes. Un journaliste de France Inter lança presque en cri « Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à l'annonce de Jean-Luc Mélenchon? » Le cornu fixa l'homme un instant, puis balaya du regard les dizaines de caméras braquées sur lui. Ce qu'il prononça ensuite allait tourner en boucle sur toutes les chaînes, être disséqué, commenté, analysé dans chaque studio politique du pays. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Sans un mot de plus, il fit demi-tour et disparut dans Matignon. 7 mots. 10 secondes. Et le silence qui suivit était sidérant, presque irréel. Dans le studio de BFM TV, le présentateur resta bouche bée 3 secondes avant de retrouver son souffle. Eh bien, c'était attendu. Le cornu vient de répondre à Mélenchon en 7 mots exacts. Sur le plateau de France Info, Anne Rosencher ne put contenir son émerveillement. Incroyable, il ne se défend pas, ne négocie pas, il provoque directement. Je n'avais jamais vu ça. Les réseaux sociaux s'embrasèrent immédiatement. Sur Twitter, le hashtag Allez-y explosa en moins de 5 minutes. Les commentaires affluèrent par milliers. Le cornu vient de donner une masterclass de communication politique, tweetait un éditorialiste du Monde. 7 mots pour anéantir 3000 mots de Mélenchon. Du génie pur, ajoutait un chroniqueur du Figaro. Mais ce que tout le monde attendait vraiment, c'était la réaction de Mélenchon lui-même. Dans son bureau, le leader de LFI fixait l'écran de télévision, le visage marqué par une expression que ses collaborateurs connaissaient à peine. Ni colère, ni surprise, mais quelque chose de plus subtil, une sorte de reconnaissance silencieuse face à un coup de maître. Son assistante osa briser le silence. « Monsieur Mélenchon, voulez-vous réagir? Les médias sont en ligne. » Mélenchon resta muet un long moment. Il avait compris l'essentiel. Le cornu venait de transformer une menace en un défi, un rapport de force en duel, une stratégie complexe en confrontation directe. Et surtout,
Il avait volé la vedette médiatique que Mélenchon croyait tenir depuis 24 heures. Là où tous les médias parlaient de son offensive, il ne parlait désormais plus que de la réponse implacable de Lecornu. Le leader insoumis avait été pris à son propre piège médiatique. Finalement, il se leva et lança à son équipe. « Préparez une conférence de presse à 15 heures. Je vais lui montrer qu'on ne provoque pas Jean-Luc Mélenchon impunément. » Mais dans sa voix, ses proches détectèrent un frisson d'incertitude. Une fissure inhabituelle dans son assurance coutumière. À 15 heures, dans la salle comble de la Maison de l'Amérique latine où LFI tenait ses bureaux, Mélenchon fit face aux journalistes. Il avait une longue déclaration prête, mais avant même qu'il ne commence, une question tomba. « Monsieur Mélenchon, allez-vous déposer la motion comme Lecornu vous y invite? N'est-ce pas lui qui a désormais l'initiative politique? 7 mots contre 3000. Ne perdez-vous pas la bataille de la communication? » Mélenchon leva les mains, exigeant le silence, son visage fermé, presque dur, comme la pierre. « Bien sûr que nous déposerons cette motion de censure. Nous l'avons annoncé, nous le ferons. » Monsieur Lecornu ne nous intimide pas avec ses petites phrases, lança-t-il, mais un doute imperceptible se glissait dans sa voix. Les journalistes le percevaient. Pendant 10 minutes, il déroula son discours habituel. Crise démocratique, mépris du suffrage universel, nécessité de renverser le macronisme. Pourtant, toutes les questions revenaient inlassablement à la réponse concise de Lecornu. Un journaliste du Parisien insista. « Mais justement, monsieur Mélenchon, Lecornu ne recule pas. Il vous attend, il vous défie. N'était-ce pas exactement ce que vous recherchiez? » Soudain, Mélenchon explosa, laissant filtrer sa frustration profonde. « Ce que je veux, c'est que ce pays se libère enfin du macronisme. Ce que je veux, c'est que le vote des Français soit respecté. Lecornu peut provoquer autant qu'il veut. Nous le renverserons. » La colère fit le tour des chaînes d'infos en continu. Et encore une fois, Lecornu remportait la partie. Mélenchon apparaissait comme celui qui réagissait émotionnellement, tandis que Lecornu conservait son calme olympien. Le rapport de force psychologique venait de s'inverser. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, Lecornu déploya une stratégie à double niveau. En public, il restait imperturbable, répétant inlassablement à chaque interview « J'attends la motion de Mélenchon. Quand elle viendra, nous verrons qui a vraiment le courage de ses convictions. » En coulisses, cependant, il séduisait subtilement les socialistes, les écologistes et même certains députés LR. Son message était limpide. Mélenchon veut le chaos. Moi, je veux gouverner 3 mois pour montrer qu'il est possible de faire autrement. Le 15 septembre, dans le secret feutré d'un appartement du 7e arrondissement, Lecornu reçut Olivier Faure et Boris Vallaud, les figures clés du Parti socialiste. La réunion s'étira sur 4 heures intenses. Faure posa ses conditions. Pas de recours à l'article 40, 3 concessions budgétaires, des ajustements sur les retraites et l'instauration d'une taxe sur les grandes fortunes. Lecornu écouta attentivement, puis répondit avec la franchise tranchante qui était devenue sa signature. « Je ne vous mentirai pas, la réforme des retraites ne peut être abrogée. Macron ne l'accepterait jamais, vous le savez. Mais je peux suspendre son application 6 mois, le temps d'une vraie concertation. Je peux instaurer une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes. Pas l'ISF, mais quelque chose de proche. Et je m'engage formellement à ne pas utiliser le 40. » Vallaud et Faure échangèrent un regard. Ces concessions n'étaient pas suffisantes pour séduire l'aile gauche du parti, mais elles suffisaient pour envisager une abstention plutôt qu'un vote de censure. Faure posa alors la question décisive. « Et si Mélenchon décide quand même de déposer sa motion ?» Lecornu esquissa un sourire calme. « Voilà toute la beauté de ma stratégie. S'il la dépose et échoue parce que vous vous abstenez, il est affaibli. S'il ne la dépose pas après l'avoir annoncé, il devient ridicule. Dans les 2 cas, j'ai gagné en le poussant publiquement à agir. » Olivier Faure hocha lentement la tête, comprenant enfin pourquoi Macron avait misé sur Lecornu. Cet homme n'était pas un simple technocrate. C'était un stratège politique de premier ordre. Pendant ce temps, dans les rangs de la France insoumise, les débats faisaient rage, comme des vagues déchaînées sur un océan politique déjà houleux. Mathilde Pamphie pressait pour que la motion soit déposée immédiatement. « Nous l'avons annoncé, il faut tenir parole », insistait-elle.
Mais Manuel Bompard, plus terre à terre, fit remarquer le risque. Si les socialistes s'abstiennent, tout s'effondre et nous passerons pour des amateurs. Mélenchon, d'habitude si prompt à réagir, restait étrangement silencieux. Il sentait le piège se refermer et cherchait en vain une échappatoire sans perdre la face. Le 20 septembre, le Cornu frappa fort lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Ces mots, précis et implacables, percèrent le tumulte. « On m'a annoncé une motion de censure il y a 10 jours. J'attends toujours. Peut-être que les grands discours sont plus faciles que les actes de courage politique. » Les députés éclatèrent. Journalistes et parlementaires hurlaient leur indignation. Mélenchon, dans les tribunes, se retrouva déstabilisé. Mais le mal était fait. Le Cornu venait de retourner l'accusation contre lui, publiquement et magistralement. Le lendemain, LFI déposa enfin sa motion de censure. Mais le décor avait changé. Ce qui devait être une offensive triomphante ressemblait désormais à une réaction forcée et tardive. Les socialistes annoncèrent leur abstention. Les écologistes firent de même, et même au sein de LFI, certains députés exprimaient en privé leurs doutes. La motion fut débattue le 25 septembre. Mélenchon monta à la tribune pour un discours de 40 minutes, brillant, passionné, convaincant pour ses partisans. Mais lorsque le Cornu répondit, il le fit avec une concision dévastatrice. « Monsieur Mélenchon a parlé pendant 40 minutes. Je serai plus bref. Vous voulez me renverser? Votez. J'assume les conséquences de votre vote, quelles qu'elles soient. Mais cessons de parler, passons à l'action. » Le verdict fut sans appel. Seulement 203 députés votèrent pour la censure, soit 86 de moins que nécessaire. La motion échoua. Le Cornu restait premier ministre. Dans les médias, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Le Monde titrait « Le Cornu retourne le piège de Mélenchon ». Libération commentait « 7 mots suffisent là où des discours fleuves échouent ». Même à gauche, des voix se firent critiques envers la stratégie de LFI. Sur France Inter, Manuel Bompard admit « Peut-être avons-nous sous-estimé le Cornu ». Ce soir-là, dans son bureau de Matignon, Sébastien Lecornu observait les résultats du vote avec son équipe. Vallière leva son verre de champagne. « Monsieur le Premier ministre, vous aviez raison. 7 mots suffisent. » Lecornu, lui, ne laissa apparaître aucun triomphe. Il savait que cette victoire n'était qu'un succès tactique dans une guerre qui promettait d'être longue. « Ne nous réjouissons pas trop vite. Mélenchon a perdu cette bataille, mais il apprend vite. » Et il avait raison d'être prudent. Dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon n'était nullement abattu. Il réfléchissait, pensif, digérant la leçon que venait de lui donner son nouvel adversaire. Le Cornu n'était ni Barnier ni Bayrou. C'était un joueur d'échecs politique, capable d'anticiper plusieurs coups à l'avance. Les semaines suivantes confirmèrent le changement de dynamique. Son budget fut adopté sans recourir au 49-3. Les socialistes, convaincus par de véritables concessions, s'abstinrent, ce qui permit d'instaurer la taxe sur les grandes fortunes promises. Même certains membres de la gauche modérée, un peu embarrassés, le félicitèrent. Mais surtout, le Cornu continua de communiquer avec une simplicité directe, sans artifice. À chaque attaque de Mélenchon, il répondait en quelques mots précis. Quand LFI dénonçait sa politique de défense, il répliquait « Proposez mieux, j'écoute ». Quand on l'accusait de servir les riches, prouvez-le avec des chiffres, j'attends. À chaque fois, il transformait le défi en tests concrets, obligeant ses adversaires à passer de la rhétorique aux actes, et Mélenchon se retrouvait systématiquement pris à son propre piège. 6 mois plus tard, en mars 2026, lors d'une interview pour Le Monde, on interrogea le Cornu sur le moment clé de ses débuts à Matignon. Sans une once d'hésitation, il répondit « Le matin où j'ai choisi de répondre à Mélenchon en 7 mots plutôt que par un long discours, j'ai compris que la politique moderne ne se gagne pas avec des tirades interminables, mais avec des vérités brèves et percutantes. » Quelques jours plus tard, on posa la même question à Mélenchon. Il esquissa un sourire amer. Le Cornu m'a donné une leçon ce jour-là. Il m'a montré que parfois, en politique, le silence qui parle plus fort vaut mieux que l'éloquence tapageuse. Ai-je retenu la leçon? Vous le constaterez vous-même.
Aujourd'hui, cet épisode est étudié à Sciences Po et à HEC comme un exemple emblématique de communication politique moderne. Les étudiants observent comment Le Cornu a transformé une menace existentielle en opportunité de démontrer sa force. Comment il a court-circuité la rhétorique de son adversaire par une concision implacable. Et comment il a repris l'initiative en acceptant la confrontation plutôt qu'en l'évitant. Certains analystes comparent ce moment au fameux « moi président » de François Hollande face à Nicolas Sarkozy. D'autres y voient l'écho du « je vous ai compris » de Gaulle à Alger. Une phrase simple qui change tout. Mais au-delà de la stratégie de communication, cet épisode révèle quelque chose de plus profond sur Sébastien Le Cornu. Il possédait cette qualité rare en politique. Le courage de la simplicité. Dans un monde où les politiciens se cachent derrière le jargon technique, des circonvolutions diplomatiques et des justifications sans fin, Le Cornu osa parler clair, directement, sans faux-semblant. Ce matin de septembre 2025, quand Le Cornu choisit ses 7 mots pour répondre à Mélenchon, il ne se contenta pas de réaliser un coup de maître médiatique. Il instaura un style, une manière de penser et d'agir en politique qui allait marquer tout son passage à Matignon. Mais attendez, il y a un détail que peu connaissent sur cette journée historique, révélé seulement plusieurs mois plus tard lors d'une interview off the record pour le Canard enchaîné. En réalité, quand Le Cornu convoqua sa réunion d'urgence après l'annonce de Mélenchon, il n'avait pas encore la phrase parfaite en tête. La réunion dura 2 heures entières, au cours desquelles son équipe prépara 3 discours distincts, chacun de plusieurs pages. Le premier était défensif, détaillant point par point pourquoi la motion de censure ne tenait pas. Le second était offensif, attaquant frontalement la stratégie de LFI. Le troisième optait pour le conciliant, proposant un dialogue avec toutes les forces politiques. Le Cornu relut les 3, les posa sur la table et dit à son équipe « Très bien écrit, argumenté, politiquement parfait, et c'est exactement pour cela que ça ne marchera pas. Mélenchon excelle dans ce registre. Si je me laisse entraîner dans son jeu, j'ai déjà perdu. » C'est alors que Philippe Gustine, son conseiller spécial, intervint avec une idée qui allait tout bouleverser. Gustine venait du monde de l'entreprise, pas de la politique. Ancien directeur de communication dans une grande firme du CAC 40, il avait l'expérience des crises publiques. Il leva timidement la main. « Monsieur le Premier ministre, puis-je partager une anecdote? » Intrigué, Le Cornu acquiesça. Gustine raconta. « Chez Renault, nous avions un concurrent qui nous attaquait publiquement, nous accusant de tous les maux. Carlos Ghosn, le PDG, était furieux. Il voulait répondre par un communiqué de 10 pages, mais le directeur de la communication lui a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Monsieur le Président, quand quelqu'un vous lance un défi, le pire est d'expliquer pourquoi vous n'avez pas peur. Le mieux est de dire simplement « D'accord, allons-y ». Le Cornu resta immobile, l'esprit en éveil, les yeux brillants d'une soudaine conviction. « D'accord, allons-y », murmura-t-il, pesant chaque mot. Oui, c'est exactement ça. Ne pas expliquer, ne pas se justifier, simplement relever le défi. C'est ainsi que naquit la fameuse phrase en 7 mots. Pas le fruit d'une stratégie longuement planifiée, mais d'une intuition fulgurante, inspirée par une anecdote du monde de l'entreprise. Les 20 minutes suivantes furent consacrées à peaufiner chaque syllabe. Plusieurs versions furent testées. « Allez-y, Monsieur Mélenchon, déposez votre motion. » Trop longue. « Je vous attends. » Trop arrogante. « Faites-le. » Trop provocante. Enfin, la formule parfaite émergea. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Poli avec le « Monsieur Mélenchon », direct avec le « Allez-y », procédural avec « Déposez votre motion » et subtilement défiant avec le « J'attends » final. 7 mots qui combinaient politesse, défi, calme et détermination et qui allaient entrer dans l'histoire politique contemporaine. Mais voici le détail que Vallière révéla plus tard et qui change complètement la perception de ce moment. Le Cornu n'était absolument pas sûr que son plan fonctionnerait. Juste avant de sortir dans la cour de Matignon pour la conférence de presse, il s'adressa à son équipe. « Si ça foire, si Mélenchon retourne cela contre moi, je prendrai l'entière responsabilité.
Et surtout, ne laissez jamais croire que cette idée vient de vous. C'était un pari colossal, un véritable coup de poker. Le cornu misait toute sa crédibilité naissante sur 7 mots dont il ignorait totalement l'effet sur le public. Après avoir prononcé sa phrase, il retourna directement dans son bureau, ferma la porte et resta seul pendant 15 minutes. Vallière, juste derrière la porte, entendait ses pas aller et venir, mesurant l'angoisse contenue de son patron. Le premier ministre attendait de voir les premières réactions. Quand son assistant lui apporta les premiers tweets, les titres des sites d'information et les commentaires des éditorialistes, le cornu les lut avec une intensité palpable, presque fébrile. Ce ne fut que lorsqu'il tomba sur le tweet d'un journaliste politique influent affirmant « Le cornu vient de donner une masterclass de communication politique » qu'il se permit enfin un souffle de soulagement. Le pari était gagné. Mais le plus fascinant dans cette histoire ne réside pas dans la réussite de Le Cornu. C'est ce qui se passa dans les semaines suivantes au sein de la France insoumise qui bouleversa tout. Lors de réunions internes, dont les comptes rendus furent ensuite divulgués, plusieurs députés avouèrent en privé avoir été pris de court. L'un d'eux, resté anonyme, confia même « On s'est fait avoir par quelqu'un qui a compris qu'en politique moderne, TikTok pèse plus que l'humain. 7 mots, c'est un tweet. 3000 mots, personne ne les lit. » Cynique, cette phrase révélait pourtant une vérité profonde. Le cornu avait intuitivement saisi ce que les vétérans comme Mélenchon avaient accepté. Le temps des longs discours interminables était révolu. À l'ère de l'attention éclatée, des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu, la concision était devenue une arme politique redoutable. Pour autant, Mélenchon, humilié par cet épisode, ne resta pas inactif. Dans les mois qui suivirent, il ajusta sa communication. Ses tweets se firent plus courts, plus percutants, ses interventions médiatiques plus condensées. Il avait assimilé la leçon. En avril 2026, lors d'un débat à l'Assemblée sur la réforme de l'assurance chômage, Mélenchon tenta même de retourner la stratégie de Le Cornu contre lui. Quand le premier ministre présenta son plan, il se leva et lança simplement « Monsieur le premier ministre, ce plan est injuste, retirez-le. » Il cherchait à reproduire le style de Le Cornu. Phrase courte, défi direct. Mais cela ne fonctionna pas. Pourquoi? Parce que l'efficacité de la phrase de Le Cornu ne tenait pas qu'à sa brièveté, mais au contexte. Il était le nouveau venu, l'outsider sous-estimé, et sa concision surtrônait. Quand Mélenchon tenta la même méthode, cela ressemblait à une imitation, pas à une révolution stylistique. Les commentateurs politiques ne s'y trompèrent pas. Mais l'impact de cet épisode allait bien au-delà de la simple communication. Il eut des répercussions politiques profondes et durables. D'abord, Le Cornu s'imposa comme un premier ministre que rien ni personne n'intimidait. La dynamique avec l'opposition en fut transformée. Le Rassemblement national, qui envisageait initialement de reproduire la même stratégie que LFI, revit sa position. Marine Le Pen elle-même confia, selon des sources proches, que Le Cornu n'était pas infusible comme les autres. Il a des couilles. Cette reconnaissance, involontaire mais sincère, d'un adversaire politique, fut peut-être le plus grand compliment que Le Cornu reçut. Ensuite, le cadre du débat politique français changea. Après le duel Cornu-Mélenchon, l'opposition ne pouvait plus se contenter de menaces creuses sans risquer d'être démasquée. Le bluff politique avait été exposé, ridiculisé, et les partis opposants durent faire preuve de prudence, sachant qu'un premier ministre pouvait désormais les contraindre à passer à l'action. Enfin, et c'est peut-être le plus crucial, cet épisode confirma que Macron avait eu raison de choisir Le Cornu. Souvent accusé de manquer de flair politique, le président avait cette fois vu juste. Le Cornu n'était pas seulement un technocrate compétent. Il était un animal politique rare, combinant intelligence stratégique, courage tactique et instinct de communication. Dans les dîners du pari politique, l'histoire des 7 mots devint légendaire. Racontée dans les salons, enseignée dans les formations politiques, disséquée dans les séminaires de communication. Elle rejoignit les grands moments de la Ve République, aux côtés du « Je vous ai compris » de Gaulle à Alger, du « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard, ou du « Casse-toi, pauvre con » de Sarkozy. Un an après ces événements, en septembre 2026, Le Cornu occupait toujours Matignon. Fait rare sous Macron, il avait survécu une année entière à la tête du gouvernement.
Un exploit que personne, depuis Édouard Philippe, n'avait réussi à accomplir. Lors d'une cérémonie à l'Élysée célébrant ce premier anniversaire, un journaliste l'interrogea. « Monsieur le Premier ministre, quel est votre secret pour durer? » Le cornu sourit et, fidèle à sa concision légendaire, répondit. « Dire ce qu'on pense, faire ce qu'on dit, assumer ce qu'on fait. » 9 mots cette fois. Une évolution ou un recul par rapport aux 7 mots historiques? Les commentateurs débattraient de cette question pendant des semaines. Pendant ce temps, dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon regardait l'interview à la télévision. Il secoua la tête avec un sourire mêlant étonnement et une pointe d'admiration. Son assistant, intrigué, osa demander « Monsieur Mélenchon, et maintenant, que pensez-vous de Le Cornu après 1 an? » Mélenchon resta silencieux un instant, puis prononça des mots inattendus. « Je pense que c'est l'adversaire le plus redoutable que j'ai jamais affronté. » Pas parce qu'il serait le plus intelligent, ni le plus compétent, ni même le plus rusé, mais parce qu'il a compris ce que j'ai mis trop de temps à accepter. En politique moderne, la vérité percutante vaut mieux que le plus brillant des argumentaires. Et ça, c'est terrifiant. Ce compliment involontaire mais révélateur d'un adversaire politique coriace était peut-être la meilleure preuve de l'impact de ces 7 mots prononcés un matin de septembre. Le Cornu n'avait pas seulement sauvé son gouvernement, il avait changé les règles du jeu politique français. Aujourd'hui, dans les universités françaises, lorsqu'on aborde la communication politique, le cas Le Cornu est devenu un incontournable. Les enseignants posent la question aux étudiants « Si vous étiez à sa place ce matin-là, que feriez-vous? » La plupart imaginent un long discours, des explications détaillées, des justifications de leur légitimité. Très peu osent penser à la radicale simplicité. Et lorsque le professeur révèle l'action réelle de Le Cornu, un silence s'installe. Ce silence où les étudiants comprennent qu'ils viennent d'assimiler une leçon essentielle sur le pouvoir. Parfois, le courage suprême n'est pas de parler longuement, mais de parler juste. Parfois, la meilleure défense n'est pas l'argumentaire, mais l'acceptation directe du défi. Parfois, 7 mots choisis avec soin peuvent bouleverser l'histoire bien plus qu'1 heure de débat. Ce matin de septembre 2025, Sébastien Le Cornu ne se contenta pas de répondre à Jean-Luc Mélenchon. Il inscrivit une nouvelle page dans le manuel de la politique moderne. Une page courte, mais inoubliable. Et si vous vous demandez si Mélenchon a retenu la leçon, la réponse est nuancée. Il adapta sa communication, raccourcit certaines interventions, mais il ne renonça jamais à ce qui fait son essence, la verve, la passion, la densité argumentative. Car au fond, Mélenchon et Le Cornu incarnent 2 visions différentes de la politique. Mélenchon croit au pouvoir d'une parole qui soulève, qui enflamme, qui convainc par l'accumulation des arguments. Le Cornu croit au pouvoir d'une parole qui frappe, qui marque, qui reste par sa concision. Les 2 modèles coexistent dans le paysage politique et chacun trouve son efficacité selon les circonstances. Mais ce matin de septembre 2025, au cœur d'une crise institutionnelle et d'un chaos médiatique total, c'est la méthode Le Cornu qui l'emporta. Et cette victoire dépassa largement la simple confrontation entre 2 figures politiques. Elle marqua peut-être le début d'une nouvelle ère pour la communication politique en France. Une ère où l'impact prime sur la longueur, où la précision l'emporte sur l'excès de mots, et où 7 mots soigneusement choisis peuvent anéantir 3000 mots habilement construits. Alors la prochaine fois qu'un politicien se lance dans un discours fleuve pour répondre à une attaque, rappelez-vous cette leçon. Souvenez-vous que Sébastien Le Cornu a montré qu'on pouvait faire autrement. Souvenez-vous de ces 7 mots qui changèrent tout. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Et demandez-vous combien de crises politiques pourraient trouver solution si nos dirigeants osaient parler avec la même simplicité, la même franchise, la même efficacité. La réponse pourrait bien déterminer l'avenir de notre démocratie.